Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans 100%, avec aujourd'hui au programme la critique de Fract OSC, 2 films de Hiraoka Masanobu dans Katsuka, et le Grand Cthulhu sur le divan de Julien Pirou dans 1 des 6. Et tout ça après les actus. Après des jeux comme Ridiculous Fishing et Luftrausers, Vlambeer est un de ces studios indés qu'il est bon de suivre et dont on attend les prochains titres avec impatience. Donc, préparez-vous, encore une fois, les pixels arrivent. Dans Nuclear Throne, vous allez devoir choisir entre 11 mutants pour partir à la conquête du trône nucléaire dans un monde post-apocalyptique. 7 environnements seront disponibles avec des détails générés aléatoirement et à la volée. Dans ce monde dévasté, pollué par les déchets nucléaires et autres joyeusetés, il ne sera guère étonnant pour vos personnages de muter encore plus pour obtenir un nouveau membre, un nouveau tentacule ou que sais-je encore. C'est jusqu'à 25 mutations différentes que vous pourrez choisir et jouir d'un arsenal d'une 50aine d'armes. Le gameplay, quant à lui, il ne faut pas être devin pour voir à la vue de ces quelques images qu'il sera nerveux. Et c'est un euphémisme, peut-être devrait-on plutôt dire hystérique. L'ambiance semble privilégier le fun en coop ou en solo. La musique est composée par le compositeur de Luftrausers et marche toujours aussi bien. Le titre est déjà disponible en accès anticipé via Steam et arrivera un peu plus tard sur différentes consoles. Particularité amusante, il est possible de suivre le développement du jeu tous les mardis et les jeudis après-midi sur Twitch. Alors oui, certains se tordent de douleur en voyant que l'univers de Fabula Nova Crystallis continue encore à faire des émules du côté de Final Fantasy. Même si Lightning n'a pas l'air de revenir, cette fois c'est un jeu qui se reprend une partie du concept de Final Fantasy Type 0, inédit en Occident, qui vient de sortir sur les smartphones japonais. Final Fantasy Agito est un free-to-play dans lequel vous allez incarner un lycéen en formation pour trouver l'Agito, une sorte de messie sauveur du monde mystérieux. En semaine, vous suivrez le cours classique de la vie d'un lycéen avec son lot d'interactions sociales. Tandis que le week-end, il sera temps d'affronter des boss géants en coop et en multi, avec un seul but, survivre. La maniabilité sera évidemment adaptée au support tactile. Il reste à voir à quel point le jeu poussera les joueurs à délier les cordons de la bourse pour se procurer telle arme ou tel objet pour lui permettre de progresser dans le jeu. En tout cas, à 2 Go le jeu pour mobile, il y a intérêt à avoir le Wi-Fi et un terminal dernier cri pour espérer faire tourner ce Final Fantasy. Pour l'instant, ce titre ne semble pas voué à dépasser les frontières du territoire japonais. Ceux qui s'accrochent désespérément à la saga de Square Enix regretteront, d'autres diront que ce n'est pas plus mal. Je suis Monsieur Petit. Tomodachi Life, littéralement une vie avec ses amis, est le dernier concept farfelu made in Nintendo pour 3DS. Il s'agit d'une simulation de vie dans laquelle vous allez gérer votre petite île. Tout d'abord, il faudra importer vos mis, puis leur donner un logement, des habits, un caractère, des petites phrases bien à eux. Ensuite, ils développeront par eux-mêmes des relations sociales, des amitiés, voire plus si affinités. La société créatrice de Mario s'est d'ailleurs tapé un bad buzz dont elle se serait probablement bien passée quand certains joueurs se sont rendus compte que le puritain Nintendo n'avait pas prévu de relations maritales entre personnes de même sexe. Ce n'est pas le plus important, étant donné les situations farfelues que le jeu propose de mettre en scène. Par exemple, en permettant d'être témoin des rêves de ces personnages, de leur gratter le nez pour qu'ils puissent éternuer, de voir des flash infos décalés sur la vie de l'île avec micro-trottoirs des habitants, d'assister à des concerts, sans oublier des échanges via Street Pass, la possibilité de partager en ligne les photos les plus fun, et une synthèse vocale au final assez étrange et que l'on désactivera assez rapidement. Une bizarrerie qui ne séduira pas tout le monde, mais elle pourra se révéler, si on y prend garde, un gouffre à temps redoutablement efficace pour peu qu'on intègre de nombreux mis dans sa ville. Ceux-ci n'attendent que vous pour gérer leur quotidien à partir du 6 juin. Fract OSC est un jeu musical dans lequel vous devrez explorer et faire revenir la vie et les sons dans un monde mystérieux et étrangement oublié. Par contre, faites gaffe parce que si vous cassez quelque chose, ça vous sera fracturé. La synesthésie, c'est un peu triste, on l'a ou on l'a pas. Si on l'a, alors on est synesthète et on associe spontanément au moins 2 sens donnés. On imagine par exemple chaque lettre de l'alphabet ou chaque nombre d'une certaine couleur, à moins que ces mêmes couleurs nous évoquent plutôt des sons et vice-versa, ou que ces mêmes sons rappellent des goûts. C'est comme ça, c'est la synesthésie. Si on ne l'a pas, ce qui est le cas d'une majeure partie de la population mondiale, alors chaque sensation reste bien sagement à sa place.
Les lettres restent les lettres, les sons restent les sons, les chiffres restent les chiffres, et ainsi de suite. On pourra évidemment imaginer ce que peut être la synesthésie en se forçant à associer deux sensations. On pourra s'entraîner, essayer de cultiver ces associations, mais ça restera une simulation. La véritable synesthésie est innée. Et pourtant, on en a quasiment tous plus ou moins fait l'expérience, de manière indirecte, en regardant par exemple l'étoile de Vassily Kandinsky, en lisant Nabokov ou en écoutant Aphex Twin, tous trois synesthètes patentés parmi de nombreux autres artistes reconnus. Plus proche de nous, le jeu Rez de Mizoguchi Tetsuya était presque entièrement basé sur le principe de synesthésie, puisqu'il s'inspirait directement des écrits théoriques du même Kandinsky. À première vue, FractOSC semble également taper pile dans cette synesthésie dérivée, dans l'émulation de l'expérience synesthète à destination des masses en majorité non synesthètes. Et il le fait en grande partie quand il nous propose d'explorer un monde vaste et abstrait aux couleurs tapageuses. Un monde dont on va petit à petit combler le silence originel en résolvant différentes énigmes axées autour de plusieurs grands thèmes. Et c'est là que la synesthésie prend une autre tournure beaucoup plus concrète, jusqu'à devenir une sorte de métaphore filée. On se rend en effet bien vite compte que le monde que l'on est en train d'explorer est en réalité une sorte de gigantesque synthétiseur, et que les différentes énigmes auxquelles on est soumis visent à en réparer les composants, de manière souvent presque littérale, puisqu'elles s'inspirent toutes de principes bien réels de la musique électronique, avec tout ce qu'elle implique en termes de patterns, de modulation ou d'effets, mais aussi et surtout de branchement, de courant ou d'électrique. Le but de tout ça étant finalement de recréer entièrement un synthétiseur donc, qui pourra finalement être utilisé par le joueur pour composer ses propres morceaux. Et il est assez impressionnant de constater à terme que ce synthétiseur embarque à peu près tout ce qu'il faut en matière d'effets, d'instruments, mais aussi de séquenceurs pour obtenir des résultats très convaincants. Tout comme il est assez plaisant de voir le monde habiller peu à peu son vide originel de sons et de mouvements au fur et à mesure que les énigmes sont résolues. Seulement, et c'est assez regrettable, ce vide semble ici beaucoup moins maîtrisé qu'il avait pu l'être dans un jeu comme Naissance, auquel FractOSC fait nécessairement penser à quelques reprises, bien qu'il n'ait pas grand-chose à voir en réalité. Et si on avait constamment l'impression dans Naissance que le développeur lui-même se servait du vide et de l'espace pour nous placer dans des endroits inhospitaliers, on a souvent dans FractOSC le sentiment de se retrouver là où les développeurs ne nous avaient pas prévu. Dans ces grandes étendues sans texture, certes esthétiques, mais qui ne mènent nulle part, si ce n'est finalement à un retour au dernier checkpoint. Et donc, le vide devient ici plus qu'un élément central du level design ou du propos du jeu, un simple rien, parfois trop grand, entre deux énigmes. Des énigmes potentiellement plaisantes pour n'importe qui, mais des énigmes dont seuls les gens déjà familiarisés à la musique électronique sauront saisir la véritable teneur. Tout comme seuls ces adeptes de la musique électronique seront tirés pleinement parti du synthétiseur entièrement reconstitué une fois le jeu fini. Les autres ayant de grandes chances de se retrouver complètement perdus devant tous ces potentiomètres et ces effets mystiques. Car si FractOSC parle constamment de musique, et plus précisément de musique assistée par ordinateur, si l'on file une sorte de métaphore la rendant concevable par à peu près n'importe qui, il n'est jamais assez didactique, jamais assez pédagogique pour pousser le joueur à comprendre ce qu'il raconte. Il fait ses associations, il transforme la MAO en monde et en énigme, mais il garde bien jalousement ses clés de compréhension pour lui. Et en l'occurrence, ces clés sont comme la synesthésie. On les a ou on ne les a pas. Après Fract, Tsuka se propose à présent de nous enfoncer encore plus profondément dans le psychédélisme picturo-musical avec deux films du réalisateur Hiraoka Masanobu. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, vous verrez des réalisations de l'artiste japonais Hiraoka Masanobu, mais avant ça, les news! Les
L'Heritage Museum de Hong Kong propose actuellement une grande exposition Ghibli présentant plus de 1000 layouts des réalisations de Miyazaki Hayao et Takahata Isao. L'événement a lieu jusqu'au 31 août et semble très soigné dans sa scénographie. Évidemment, je rêve un peu de voir cela en France, on croise les doigts. Le savoir-faire de Disney en animation s'applique aussi au domaine des animatroniques dans lequel ils excellent depuis bien longtemps au sein de leur parc. Ils ont récemment passé un cap avec l'attraction du train de la mine des 7 nains qui a démarré ce mois-ci au Walt Disney World Resort en Floride. Des animatroniques nouvelle génération y sont utilisés avec un système de projection faciale à l'intérieur des têtes des marionnettes, donnant encore un peu plus l'illusion de la vie. La 3D ayant ici été utilisée pour faire matcher au mieux l'animation des visages et même se rapprocher des séquences originales de Blanche-Neige. Disney peut aussi nous jouer de vilains tours, comme avec la série TV japonaise de Doraemon qu'ils s'apprêtent à diffuser aux USA. Afin, selon eux, de coller au mieux avec leur public, ils ont décidé que Doraemon vivait en fait aux États-Unis et ont effectué de nombreuses retouches de séquences dans les épisodes. Fini par exemple les repas avec les baguettes, fini les bobos trop violents, mieux vaut manger de la pizza, et pas trop de larmes s'il vous plaît. Et puis regardez aussi ce que les Américains ont fait de Sailor Moon. Non, je déconne. En fait, pas tout à fait. Moon Animate Makeup est en fait un projet de fans consistant à réanimer entièrement un épisode de Sailor Moon, plus exactement le 38e de la saison 1 en anglais. Ce sont plus de 200 animateurs du monde entier qui ont relevé le challenge, chacun se voyant confier un plan de l'épisode qu'il peut réanimer à sa sauce. Il y a des pros, des amateurs et un mélange de styles qui sera sans doute assez épileptique au final. Mais c'est amusant. Mise en ligne de l'ensemble prévue d'ici cet été. Le 25 juin sort dans les salles françaises Le Conte de la Princesse Kaguya, le dernier et sans doute ultime long métrage réalisé par Takahata Isao au studio Ghibli. Je signale à cette occasion de belles avant-premières, la semaine prochaine à Paris au Forum des Images les 1er et 4 juin, ainsi que le 11 juin au cinéma Comoedia de Lyon et le samedi 14 juin à l'abbaye de Fontevraud. Pour patienter, voici l'envoûtante bande-annonce. Ce soir, je vais vous montrer deux réalisations de Hiraoka Masanobu, un jeune illustrateur japonais qui a appris l'animation en autodidacte et qui réalise depuis quelques années des films de plus en plus remarqués. Son style est assez abstrait et souvent basé sur des animations à base de métamorphoses, le tout dans un univers très coloré. On retrouve souvent des tripes de morphing artistique chez les animateurs indés, mais il est, je trouve, l'un des rares à le faire de manière séduisante et équilibrée. Voici tout d'abord One and Three Four, deuxième clip d'une trilogie de vidéos réalisée pour des titres du musicien Abe Yoshiharu.
voici enfin un film promo réalisé par Masanobu pour la plateforme de vidéo en ligne Sincho.tv. Volibalou, à dans 15 jours. À présent, un des 6 quasiment indécent, puisque le grand Cthulhu est l'invité de Jup Pirourate, le prof aux 1000 chevroux. Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas chroniqué un peu de Cthulhu dans un des 6. Comme d'habitude, les éditions Sans Détour n'ont pas chômé et proposent 2 nouvelles collections permettant de se mesurer aux grands anciens à diverses époques. La première de ces collections s'intitule Cthulhu 1890. Les grands anciens parmi vous auront peut-être deviné qu'il s'agit d'une remise au goût du jour d'un supplément classique de l'appel de Cthulhu, Cthulhu by Gaslight, publié originellement en 1987. Comme son nom l'indique, la collection Cthulhu 1890 propose de jouer à l'époque victorienne. À cette époque, les fiacres sillonnent encore des rues éclairées au bec de gaz. L'électricité fait son apparition, mais la machine à vapeur reste la principale source d'énergie. L'homme explore les dernières régions inconnues du globe et repousse les frontières de la connaissance, mais la science ne peut encore répondre à toutes les questions et le mystérieux reste omniprésent. L'étrange côtoie le quotidien au travers de multiples événements, d'organisations ésotériques en plein essor ou de grands débats sur les phénomènes surnaturels. Le fantastique inspire la littérature avec les œuvres de Bram Stoker, Sir Arthur Conan Doyle, Jules Verne ou H.G. Wells, mais aussi de Robert Chambers et d'Arthur Machen, auteurs respectivement du Roi en jaune et du Grand Dieu Pan, qui seront parmi les grandes inspirations de H.P. Lovecraft. Le premier ouvrage de la collection 1890 s'intitule « Investigation au XIXe siècle ». Il s'agit d'un livre assez général sur la période, présentant les grandes forces politiques et géographiques de l'époque, et surtout tout ce qu'il faut savoir pour camper un personnage de l'appel de Cthulhu vivant à cette époque. Carrière possible, méthode d'investigation, équipement disponible et ainsi de suite. Un chapitre récapitule les événements du mythe de Cthulhu prenant place à la fin du XIXe siècle. Enfin, le livre propose 3 manières de jouer à Cthulhu en 1890. La classique horreur Lovecraftienne, où des citoyens ordinaires se retrouvent confrontés à des forces dépassant l'entendement et risquent leur santé mentale. L'investigation occulte, assez proche à la différence que les héros sont des enquêteurs aguerris capables de se défendre face aux dangers qui guettent dans l'ombre, enfin jusqu'à un certain point. Et enfin, l'aventure fantastique, un style de jeu moins désespéré et plus héroïque pour les joueurs voulant se prendre pour Alan Quatermain ou le professeur Challenger.
Le deuxième ouvrage de la collection, intitulé Londres au XIXe siècle, est, comme son nom l'indique, un livre décrivant de manière détaillée la capitale britannique à l'ère victorienne. Véritable encyclopédie richement illustrée de photos d'époque, cartes et autres extraits d'almanachs, c'est une véritable bible sur cette métropole tentaculaire, aux rues sans cesse envahies d'un brouillard impénétrable, aux façades inéluctablement noircies par l'humidité et la fumée, et aux ports immenses où s'entassent des marchandises venues du monde entier. Cette capitale d'un royaume peuplé de légendes et d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais est donc tout à la fois la ville monstre et la reine des cités, la Babylone noire et le premier marché de l'univers. La magnificence des palais y voisine avec la déliquescence des bas-fonds. Des symboles de la modernité tels l'éclairage électrique, le métropolitain ou le Tower Bridge côtoient des édifices chargés d'histoire comme la cathédrale Saint-Paul et ses monuments, l'abbaye de Westminster et ses tombeaux, la tour de Londres et ses fantômes. Ce gros pavé de 400 pages contient même un cahier consacré aux créatures du folklore britannique. Fées, changelins, spriggans, pixies, will-o'-the-wisps, knockers et autres chiens noirs hantant la lande. Enfin, le troisième volet du triptyque Cthulhu 1890 se nomme Ésotérisme au XIXe siècle. Car à l'époque victorienne, le public se passionne pour le mystérieux. On lit avec empressement les articles que, chaque jour ou presque, la presse consacre aux maisons hantées, aux bateaux fantômes, aux créatures étranges et aux autres phénomènes inexpliqués. L'occultisme, le spiritisme et le théosophisme se développent et offrent de multiples inspirations pour des scénarios de l'appel de Cthulhu, bien évidemment. Si jouer à Cthulhu à l'époque victorienne semble une évidence, Sans Détour a également décidé de commencer une collection dédiée à des époques plus inattendues. Cette collection se nomme Le mythe au cœur de l'histoire, et le premier ouvrage est consacré à une ville et à une époque fascinante, Byzance, en l'an 800. L'ouvrage présente un important volet historique qui décrit l'empire byzantin du IXe siècle sur les rives de la Méditerranée, événements, civilisations et culture. Il propose également de nouvelles règles simples compatibles avec la 6e édition de l'appel de Cthulhu pour gérer la conviction et la ferveur religieuse, les doutes ou les conséquences des péchés. Les traditions spirituelles y proposent une magie alternative au mythe pour toutes les religions de l'époque. Mais surtout, il livre les secrets du monde et révèle pourquoi d'anciens dieux sont de retour. L'ouvrage propose également une campagne originale, durant laquelle il faudra déjouer la malédiction de Nitocris. Sans Détour livre une nouvelle fois des ouvrages de grande qualité, qui raviront tant les fans de Cthulhu que les amateurs d'histoire et d'occultisme. Comme d'habitude, le travail de documentation et d'illustration est simplement hallucinant, et des livres d'histoire sérieux auraient même des leçons à en tirer. Pour ma part, j'avoue entretenir l'espoir secret que Sans Détour revisite avec le même enthousiasme un de mes cadres de Cthulhu favoris, à savoir les contrées du rêve. Je continuerai de sacrifier des poulets à Nyarlathotep en attendant que les astres oniriques soient propices. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien! Encore une fois, un 100% bien étrange se termine dans des circonstances mystérieuses. Mais n'est-ce pas là le reflet caché de notre psyché secrète? Ou alors son contraire?